le sujet est important et nous préoccupe. Nous voici donc pour toutes ces raisons réunis ce soir pour aborder cela avec, et encore une fois j'en suis très honorée, mesdames Muriel Salmona, Clémence Mondeau, Nadine Gorin-Franck et Marie-Diane Grouchka, que l'on remercie vraiment très chaleureusement. Je vais dire un tout petit mot de présentation sur chacune d'entre elles avant de leur laisser bien sûr la parole. Je mets à l'appui, hop, voilà la présentation rapide de nos intervenantes. J'espère que vous les voyez bien. Muriel Salmona, donc nous sommes très fiers de l'accueillir. Elle a d'ores et déjà animé de nombreux colloques sur le sujet. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages qui traitent notamment de violences et de harcèlement. Elle est psychiatre et psychotraumatologue. Clémence Mondeau réside pour sa part aux Pays-Bas. Elle est psychologue en criminologie et en victimologie. Nous avons également donc dans nos panélistes Nadine Gorin-Franck, qui est psychologue et psychothérapeute pour adultes et justement est aussi spécialisée sur les thérapies de couple dans notre circonscription, et Marie-Diane Grouchka, qui est psychologue, qui, elle, s'intéresse aussi notamment aux questions LGBT+, et qui nous rejoindra pour sa part à partir de 20h. Je partage avec vous, avant de leur donner la parole, le déroulement de l'ordre du jour de notre discussion. Donc, comme vous voyez, on aura des interventions passionnantes de chacune d'entre elles. Le consulat évoquera aussi, voilà, à notre modeste échelle, quel est notre rôle concret d'appui. Et puis, nous aurons quelques moments d'interaction, bien sûr, avec vous toutes et tous. Si certains de vous souhaitent poser des questions, alors c'est très compliqué à orchestrer sur Zoom. Donc, voilà, je vous inviterai à essayer de lever la main. On utilisera l'outil le mieux que l'on peut et on prendra les questions autant que possible dans la limite du temps disponible. En tout cas, de notre côté, les maîtres mots pour cet échange de ce soir, c'est bien sûr vraiment une discussion libre, bienveillante et structurée. Alors, les questions de cas personnels peuvent être délicates Pas stabiliser ça, dans ce contexte. Micro, s'il vous plaît. Mesdames ou messieurs, qu'on entend. Mais en tout cas, voilà, au-delà même des cas personnels, je pense nos intervenantes déjà qui habitent ici aux Pays-Bas pourront être des interlocutrices et être jointes à l'issue. Et puis, bien sûr, vous avez le service social du consulat qui est aussi une porte d'entrée à votre disposition si vous souhaitez, voilà, plus personnellement faire part de difficultés que vous ou votre entourage pouvez rencontrer. J'indique enfin, je l'ai dit en tout début d'intervention, donc notre conférence est enregistrée et là encore, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever votre vidéo. Je transmets dès à présent la parole à Clémence pour une petite introduction. Clémence Mondeau, si elle est donc bien avec nous, je le crois, sur donc les clichés à déconstruire sur les mécanismes de violence conjugale. Et puis, on écoutera ensuite Muriel Salmona dans quelques minutes. Clémence, je vous laisse la parole. J'enlève, hop, voilà, ma présentation pour que vous puissiez présenter la vôtre. Je l'ai sinon à ma disposition. Vous n'avez pas autorisé qu'on puisse, nous, partager nos écrans? Non, il faut que Jacob puisse le faire, mais maintenant que vous êtes connecté, c'est parfait. Sinon, je vous la lance. Alors, Jacob va vous donner les droits. Tout ceci est mécanique fort bien rodée. Et sinon, je l'ai, hein, donc n'hésitez pas, mais comme ça, vous pourrez plus facilement peut-être passer d'une slide à une autre. C'est fait. Alors, ouais, c'est tout bon. Merci, Jacob, je me mets en mute et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez tous voir mon PowerPoint? Oui. Très bien. C'est bon. Ok. Merci Marie, puis bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose justement pour entamer cette journée, ce webinaire, c'est de déconstruire quelques clichés qu'on entend souvent et qui reviennent sur les violences conjugales. Alors, une des premières choses qu'on entend régulièrement, c'est finalement les victimes sont toujours des femmes, sous-entendu hétérosexuelles. Alors, il faut savoir que si on regarde les chiffres qui sont rapportés au gouvernement français, la majorité des cas de violence conjugale, en effet, sont des passages à l'acte d'hommes sur des femmes au sein de couples hétérosexuels. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il existe aussi des hommes qui sont victimes des violences de leurs femmes, ce qui reste encore tabou, et des violences au sein des couples LGBTQ+, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc finalement, on peut voir que les violences conjugales
sont en lien avec nos stéréotypes de genre et les rôles qui leur sont assignés. Entre guillemets, il est plus entendable d'entendre qu'un homme puisse passer à l'acte sur une femme, puisqu'à l'homme, aux hommes, on va leur attribuer des caractéristiques comme quoi ils sont forts, protecteurs. À l'inverse, pour les femmes, ce sera des caractéristiques plutôt comme les femmes sont faibles, émotives, plutôt fragiles. Alors, je ne peux pas passer. Ouais. Ouh. Ensuite, ce qu'on entend souvent, c'est pas de bleu, pas de violence. Sous-entendu que les violences dans un conflit conjugal sont toujours physiques. Alors malheureusement, on ne parle pas de la violence, mais des violences, parce qu'il en existe plusieurs. Certaines d'entre elles commencent à être un peu plus connues, comme les violences psychologiques, où on parle de dévalorisation, de critique, d'humiliation. Mais il y en a également qui sont plus discrètes et moins connues, comme les violences matérielles. Ça peut être un partenaire qui va lancer ou casser des objets, mais aussi des privations, comme parfois des privations de nourriture, enlever des objets à certaines personnes, comme par exemple les téléphones ou les ordinateurs, qui sont en général des outils qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Toutes ces violences-là, elles sont concomitantes, ce qui veut dire que dans la plupart des cas, on en retrouve plus d'une. Alors, souvent, on entend aussi: «Ça n'arrive pas souvent». Encore une fois, je m'appuie sur les chiffres, du gouvernement français. En 2019, ils ont repéré qu'il y avait 213 000 femmes qui étaient victimes de violences physiques et ou sexuelles, soit par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est un chiffre qui est assez énorme et plus de la moitié de ces femmes-là vont n'entamer aucune démarche, que ce soit du soin, que ce soit au niveau de la justice ou sociale. Comme on le disait précédemment, il y a quand même peu de chiffres sur les hommes, mais on retrouve que 146 femmes et 27 hommes sont décédés des violences de leur partenaire. On parle d'homicide parce qu'il n'y avait pas d'intention de donner la mort. Donc ça fait quand même une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de ça. On voit aussi que les enfants peuvent être des co-victimes. 25 ont trouvé la mort l'année dernière et 111 sont devenus orphelins. Alors quand on voit tous ces chiffres, ce qui est aussi important, c'est de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle un chiffre noir, ce qui est le chiffre en fait qui n'est pas connu. Parce que tout ce qui est enregistré, ça va être les plaintes qui vont être déposées à la police ou alors ce qui va être parlé dans les associations d'aide aux victimes. Mais il y a aussi tout un panel de violences conjugales qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Alors là, je présente un petit peu des chiffres du gouvernement français, mais les violences, bien sûr, ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc on peut se poser la question, et finalement, qu'est-ce qui se passe pour les personnes expatriées ? Comme on le disait tout à l'heure, ici, vous avez le consulat, mais il y a aussi quelques numéros qui sont importants à garder en tête, notamment aux Pays-Bas, le numéro de la police en cas d'urgence, qui est le 112, mais aussi l'organisation Veilighuis qui s'occupe des violences domestiques, donc et sur les partenaires et sur les enfants, que vous pouvez joindre au 0800 2000 ou le numéro 116 006, qui est le numéro d'aide aux victimes que vous pouvez appeler dans toute l'Europe. Un autre cliché à déconstruire, c'est finalement, c'est juste une grosse dispute. Alors, comment on différencie ce qu'on va appeler être un conflit et ce qui va être des violences? Quand on parle de conflit et de dispute, on va avoir deux personnes qui ont deux points de vue peut-être différents, mais qui sont dans un rapport d'égalité. C'est-à-dire que chacun va avoir son autonomie, il n'y a pas de climat de peur, on va pouvoir débattre, discuter, négocier, et finalement, notre conflit va se régler par le langage. Alors parfois, il peut y avoir des insultes, mais on peut toujours discuter. Et ça va être autorisé par la loi. À l'inverse, quand on parle de violence, il y a un rapport de force qui est dit asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se retrouver dans une position de dominant et une personne dans une position de dominé. Le dominant a une intentionnalité de prendre le pouvoir sur l'autre personne. Donc finalement, un des partenaires va décider pour l'autre. Ces violences-là sont interdites et punies par la loi. Enfin, dernier cliché que je déconstruirai aujourd'hui, on entend souvent « mais s'il était violent, elle n'avait qu'à le quitter ». Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qui se passe, c'est que pour la plupart des victimes, finalement, elles se retrouvent prises dans ce qu'on appelle un cycle de la violence. Et finalement, ce cycle-là fait que les victimes ne peuvent pas toujours se rendre compte qu'elles sont actuellement victimes de violences conjugales. Alors, ce cycle-là, comment il fonctionne? Il se base de 4 temps. Au départ, on a deux personnes qui construisent une relation ensemble, qui sont très contentes de s'être rencontrées, qui sont pleins d'amour, il se passe plein de choses, c'est super chouette. Puis, au bout d'un moment, ce qu'on va observer, c'est que la personne qu'on va qualifier d'agresseur ou d'agresseuse va rentrer en conflit avec l'autre personne, va y avoir des menaces. Face à ça, du coup, la victime va sentir de la peur, de la crainte, va essayer d'apaiser un petit peu ces tensions pour réguler les conflits.
Mais finalement, ces conflits-là, ils ne vont pas réussir à se réguler et on va rentrer dans un deuxième temps qui s'appelle la période d'agression. Donc à ce moment-là, l'agresseur ou l'agresseuse va passer à l'acte et va commettre des violences. Face à ça, la personne victime, du coup, a un sentiment terrible de colère, d'impuissance et de honte également. Et de honte, pardon. Et suite à ça, ce couple va rentrer dans une troisième période qu'on appelle la justification. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a l'agresseur ou l'agresseuse qui va minimiser les faits, qui va réduire en fait ce qui s'est passé et qui va aussi inverser la responsabilité. Donc l'un des partenaires va mettre toute la faute sur la personne qui est victime en lui disant, voilà, s'il se passe ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as fait que. Et du coup, la victime, face à ça, et bien finalement, elle va se mettre à douter d'elle-même. Et elle va se demander, mais s'il y avait toutes ces tensions, dans cette période de tension, s'il y a eu toutes ces agressions et cette violence, finalement, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être moi qui ne suis pas comme il faudrait que je sois. Et finalement, ça va déclencher beaucoup de culpabilité chez cette personne. Puis dans le dernier temps de ce cycle vicieux de la violence, on voit ce qu'on appelle la rémission, qui parfois est aussi appelée la lune de miel, où finalement les deux personnes, le couple va se retrouver un petit peu dans la même position qu'ils avaient au tout début, où l'agresseur, l'agresseuse va demander pardon, parfois va proposer de faire une thérapie de couple, et puis la victime, face à ça, va se dire, bah voilà, il y a quand même, je vois quand même qu'il y a des changements, la personne va avoir de l'espoir, puis elle va se dire finalement, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas si grave. Donc elle va minimiser en fait les 3 autres temps du cycle de la violence pour rester justement que dans cette lune de miel. Malheureusement, suite à ça, suite à la rémission, à un nouveau moment, il y aura d'autres conflits, d'autres contraintes, d'autres menaces et on recommence dans ce cycle-là. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que ce cycle, finalement, il peut s'étaler sur des mois ou même des années. Donc parfois, il est très difficile à repérer. Mais ce qu'on sait, c'est que plus on avance dans la relation de couple, plus les violences s'aggravent et plus elles s'accélèrent. Voilà, c'était le dernier cliché à déconstruire pour aujourd'hui, mais je propose de donner la parole du coup à Muriel Salmona, qui Absolument. Bah, la devrait être transition est, juste je avec pense, moi. toute trouvée. Mais merci pour justement cette première introduction et ces clichés qui, en effet, peuvent parfois nous enfermer dans une vision ou nous conduire à minimiser. Je laisse maintenant, comme vous l'avez annoncé, donc la parole à Muriel Salmona, si elle nous entend et qu'elle est toujours avec nous, pour sa présentation sur les Voilà. mécanismes psychotraumatiques d'emprise. Muriel, bienvenue. On vous écoute. Donc, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Nous sommes encore dans tout ce qui est Orange Day. Donc, on continue le 25 novembre jusqu'au 10 décembre en termes d'activisme, en quelque sorte, pour parler des violences faites aux femmes, sans oublier celles faites aux filles. Et justement, à ce propos-là, je voulais rajouter, par rapport à ce qui a été dit, à quel point les violences, très particulièrement pour les femmes, sont des violences qui s'exercent dans une continuité, ce qu'on appelle le continuum des violences, qui démarre très tôt dans l'enfance et qui va continuer à l'âge adulte dans beaucoup de secteurs, et que souvent les premières violences, que ce soit des violences physiques, mais particulièrement sexuelles, les filles étant extrêmement ciblées, et vous savez qu'il y a à peu près une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles dans l'enfance et vont continuer ensuite. Et quand on a subi des violences sexuelles dans l'enfance, ça multiplie par 16 le risque de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment une situation de risque, et tout ça est possible parce que l'immense majorité des violences ne sont pas identifiées, les victimes ne sont pas protégées et elles ne bénéficient ni d'aide ni de soins. Et on va voir dans ce que je vais vous présenter à quel point le fait qu'il n'y ait pas de protection et qu'il n'y ait pas de prise en charge et de soins, et c'est là où les professionnels de la santé normalement devraient être en première ligne et devraient être vraiment ceux qui devraient pouvoir le plus dépister et protéger ces victimes. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes de victimation, les victimes le disent, c'est le médecin qui est leur premier recours. C'est-à-dire que les violences ont de telles conséquences sur la santé, que ce soit sur la santé mentale ou sur la santé physique, de telles conséquences à long terme que le médecin est vraiment le premier interlocuteur
Or, c'est malheureusement pas lui du tout qui va repérer le plus, parce que le plus souvent, les médecins ne sont pas formés au dépistage des violences, ils ne sont pas formés à la prise en charge des violences. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une véritable formation des médecins qui puissent prendre en compte les violences, qui puissent aussi connaître les troubles psychotraumatiques et qui puissent poser des questions systématiques. Il faut bien comprendre que quand on subit des violences, on est dans une situation où on est tellement traumatisé, tellement contraint, tellement disqualifié, tellement terrorisé, tellement piégé dans la relation, puisque c'est intrafamilial, on a tellement peur aussi souvent pour les enfants, que du coup, il y a vraiment une énorme difficulté, pour toutes ces raisons-là, d'appeler des secours, de pouvoir porter plainte et de partir. Il faut aussi rappeler que quand on dit aux femmes « il faut partir dès les premiers coups », etc., alors que souvent, quand il y a les premiers coups, depuis longtemps, il y a des violences psychologiques, des violences, des manipulations de toutes sortes, des violences sexuelles qui déjà préexistent, que quand on dit ça, les violences sont déjà bien installées et que souvent, elles vont continuer après la séparation et que quand même, autour de 40% des féminicides ont lieu au moment de la séparation, quand la femme annonce qu'elle va se séparer et après la séparation. Donc, c'est des zones à très haut risque. Et que là aussi, on est vraiment très en deçà de ce qu'il faudrait faire pour protéger ces femmes. Donc là, on a avec le Grenelle des violences vraiment monter un peu au créneau pour qu'il y ait des échelles d'évaluation qui ne sont pas encore assez performantes, mais on est en train de les améliorer pour que vraiment on puisse évaluer le danger que courent ces femmes. Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui ont peur, qui sont terrorisées, qui ont peur pour leurs enfants, qui ont peur pour elles, qui vont alerter autour d'elles, qui vont alerter les pouvoirs publics, les autorités publiques, mais qui ne vont pas être prises au sérieux, qu'il y a beaucoup de tentatives de meurtre, de strangulation, qui en fait ne font pas du tout l'objet de qualification de tentative de meurtre, avec ce que ça peut comporter, qui a vraiment je sais pas moi par exemple, des tentatives d'étouffement, des tentatives de mise d'incendie, d'écrasement par la voiture. Enfin, quand on prend en charge les victimes comme moi depuis tant d'années, on voit passer énormément de situations qui sont pas du tout prises en compte. Alors, juste ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il est essentiel de ne pas attendre que les victimes viennent à nous, tous les professionnels, mais qu'il faut aller vers elles. Il faut poser systématiquement des questions. Il faut poser des questions aux femmes, il faut poser des questions à tout le monde. Les hommes peuvent être victimes de violences conjugales, ils peuvent être victimes d'homicides aussi, mais il faut le savoir que dans presque la moitié des cas, ils exerçaient des violences et c'est comme ça que du coup, ils sont morts, ils ont été tués dans le couple, souvent par légitime défense. Donc, il faut avoir tout ça en tête et du coup, rechercher systématiquement. Alors, c'est là où je reviens sur les médecins qui, eux, vont voir ces femmes qui vont avoir des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des plaintes, des dépressions. 50% des femmes qui subissent des violences conjugales ont des dépressions, 50% font des tentatives de suicide, 50% ont des troubles anxieux majeurs, 40% des troubles alimentaires, près de 50% vont avoir des conduites addictives, de alcool, drogue, mais aussi médicaments. Elles vont avoir des troubles cardiovasculaires liés au stress, des troubles immunitaires liés au stress, des troubles digestifs, des troubles gynéco-obstétriques très importants. Donc, elles vont avoir des plaintes, des douleurs chroniques, et elles vont donc aller très souvent chez le médecin. On sait que ça augmente de façon très importante le nombre de consultations. Et c'est pas possible qu'on ne demande pas à ces femmes si elles n'ont pas subi de violence ou si elles n'en subissent pas. Or, ce n'est pas du tout rentré encore dans le fonctionnement médical de base et dans la prévention qu'on peut avoir. Parce que je ne sais plus. Comment ? Donc, il faut absolument mettre en place un dépistage systématique auprès des femmes et auprès des enfants. Parce que les enfants vont subir aussi ces violences directement. Ils vont développer des troubles psychotraumatiques très importants,
des troubles du comportement, des phobies, eux aussi, ils vont pouvoir avoir des troubles des conduites, des troubles anxio-dépressifs. Et là aussi, il ne faut pas penser que ça ne vient de nulle part, il faut savoir d'où ça vient, il faut poser des questions. Poser des questions, ça veut dire avoir des réponses et ça veut dire pouvoir mettre en place des stratégies de protection et des stratégies de soins. Donc, les violences ont un pouvoir énorme, en fait, pour terroriser les gens, pour ce que je vais vous expliquer très rapidement, pour les dissocier et pour les soumettre. Et du coup, ça va générer aussi une situation avec le fait que les victimes sont piégées à l'intérieur du système violent. Elles vont avoir des troubles psychotraumatiques qui vont s'installer de façon très intense pendant très longtemps, voire possiblement toute leur vie. Et que ne pas identifier ça, c'est une perte de chance extrêmement importante au niveau sécurité pour elles, mais aussi au niveau santé, mais aussi au niveau de leur vie, au niveau de leur capacité aussi à avoir des projets professionnels, à pouvoir vivre aussi à l'extérieur de leur famille. Donc, tout va être extrêmement restreint et contraint et surveillé avec souvent une coercition extrêmement importante qui est mise en place par la personne violente. Il faut savoir aussi que les violences s'exercent toujours dans un rapport de domination et d'inégalité et de discrimination sexiste. Ça, on est au cœur avec les violences contre les femmes. Ce sont des violences sexistes, il faut le rappeler, donc avec des discriminations. Mais ça peut être aussi d'autres discriminations. Le fait d'avoir un handicap multiplie pour les femmes par 2 le risque de subir des violences. Le fait d'être le plus jeune, très jeune, augmente aussi de façon très importante le risque. Le fait aussi d'avoir des discriminations racistes, par exemple, liées aux origines réelles ou supposées, va augmenter de façon importante. Les femmes qui sont aussi en situation de très grande précarité, en situation de marginalité, les femmes immigrées, sans papier, toutes ces personnes-là vont subir beaucoup plus de violence. Donc, toutes les personnes qui sont dans ces situations de vulnérabilité et de discrimination, il faut aussi avoir en tête que ce sont les personnes qui vont être le plus exposées à toutes ces violences. Les femmes enceintes, c'est une autre forme aussi de situation de vulnérabilité et de discrimination, vont subir des violences aussi, et souvent, dans 40% des cas, les violences démarrent pendant la grossesse. C'est-à-dire que les personnes violentes utilisent toutes les situations de vulnérabilité et d'inégalité pour écraser l'autre, en quelque sorte, le réduire à un statut d'esclave, domestique et sexuel. Les violences sexuelles sont fréquentes et dans 40% des cas, les viols sont des viols conjugaux, avec toutes les conséquences gravissimes que ça peut avoir, en sachant qu'une grossesse peut être liée à un viol, que les IVG qui sont demandées, il faut toujours chercher s'il n'y a pas un viol à l'origine de ces IVG, que les grossesses dans le cadre de violences vont être des grossesses à très haut risque, avec des risques d'hypertension artérielle, de diabète, avec des risques aussi de menaces d'accouchement prématuré, de mort fétale et aussi d'accouchement extrêmement pathologique avec des conséquences médicales aussi sur la santé. Et de savoir que des violences qui ont démarré avant la grossesse, pendant la grossesse et au moment de la naissance, les bébés vont naître dans un climat extrêmement anxiogène qui vont avoir des répercussions très graves sur eux. Donc pour les enfants aussi, ça peut démarrer dès la naissance, voire même pendant le dernier trimestre de la grossesse, puisqu'un fœtus peut être traumatisé par les violences. Donc ces conséquences-là sont très importantes. Ne pas identifier les victimes, ne pas les protéger, ne pas leur apporter des soins, c'est en fait entraîner une perte de chance très grave pour elles et très préjudiciable pour toute leur santé. Alors, qu'est-ce qui se passe parce que c'était un peu mon propos, qu'est-ce qui se passe pendant les violences? Les violences vont être toujours dans un cadre de mise en scène terrorisante, de mise en scène très injuste, qui n'ont aucun sens souvent, qui en fait sont brutales, qui ont en fait un pouvoir le plus souvent très sidérant
pour la personne. C'est-à-dire que la personne qui subit ces violences va être dans un état de sidération, c'est-à-dire que son psychisme va se bloquer parce que ça va être incompréhensible. Tout le monde a pu vivre ça face à quelqu'un qui, par exemple, tient des propos racistes ou sexistes d'un seul coup dans une conversation où tout le monde se retrouve bloqué. Oui, on est désarçonné, oui. Oui. Voilà. Ben, les femmes qui subissent des violences vont être complètement sidérées. La sidération, ça va bloquer tout le système de régulation du stress et des émotions qui vont monter au moment d'un danger. Ce qui fait que, en fait, la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, qui est normale lors d'une situation de danger, ne va pas pouvoir être régulée par le cerveau. Et du coup, ça va donner en fait une sorte de stress extrême avec des quantités d'adrénaline et de cortisol telles que ça peut représenter un risque vital pour l'organisme. Et le cerveau cardiaque, au niveau cardiologique et au niveau neurologique. C'est-à-dire que les violences, en fait, vont pas entraîner des conséquences uniquement psychologiques, mais aussi neurologiques, avec des atteintes neurologiques importantes qui peuvent se réparer, mais qui peuvent se voir sur des IRM. Et au moment de ce stress extrême, où le cortisol à haute dose va entraîner des atteintes neurologiques, le cerveau a une sorte de joker pour pouvoir échapper à une situation qui représente un risque vital, il va en quelque sorte disjoncter, comme un circuit électrique en survoltage, où tout va griller, et du coup ça disjoncte, il va faire disjoncter le système émotionnel. C'est-à-dire tout ce qui est à l'origine de la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, du stress, va être déconnecté. En fait, il va être isolé. Il va continuer à être en alarme, mais il va plus y avoir de conséquences il va plus être entendu en quelque sorte. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est un état que toutes les personnes victimes décrivent où elles sont complètement déconnectées, plus là, plus en capacité de pouvoir s'opposer comme spectatrice de l'événement, comme en quelque sorte un robot face à ça. Et ça va permettre à la personne violente de prendre vraiment le pouvoir sur la victime et de pouvoir en fait faire ce qu'il veut. Et ensuite, on va reprocher, parce que ça, c'est une situation que l'on retrouve malheureusement tout le temps, où dans l'ensemble, on va reprocher aux femmes, pourquoi vous n'avez pas réagi ? Par rapport aux viols conjugaux, si vous n'avez rien dit, si vous n'êtes pas débattu, si vous n'avez pas crié, c'est que vous vouliez bien. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous êtes resté? Parce que les personnes étaient traumatisées et étaient dissociées. Quand on est déconnecté, on ne peut pas se sauver. En plus, quand on est déconnecté émotionnellement, on ne ressent plus la douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas d'atteinte à l'intégrité très importante, exactement comme si on est anesthésié, si on a une main anesthésiée, si on met la main sur la plaque électrique, on ne va pas sentir la douleur, mais on va quand même être brûlé, mais là c'est pareil. Donc du coup, il va y avoir une sorte d'effet où finalement, pour les femmes, ne pas ressentir la douleur, ne pas ressentir les émotions, ça va aussi donner une sensation que ce qui se passe n'est peut-être pas si grave. Et souvent, les femmes nous disent, mais ne vous inquiétez pas, moi c'est pas grave, il peut me tuer, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il se passe quelque chose pour mes enfants, par exemple. Et du coup, il va y avoir une sorte de pseudo-tolérance qui n'en est pas une, à des situations extrêmes, et aussi une difficulté à s'opposer aux ordres, aux diktats, à toute la coercition de l'homme violent, où il va y avoir une soumission très importante. Et dernière chose qui est vraiment importante avec les dissociations traumatiques, c'est que cette absence d'émotion fait que les interlocuteurs, les proches, ne vont rien voir. Parce que vous réagissez aux émotions de l'autre parce que vous avez des neurones miroirs qui vous permettent de ressentir les émotions de la personne. Et puis, elle a aussi des mimiques. Quelqu'un de dissocié, il va être l'air complètement déconnecté, indifférent. Personne ne va rien ressentir en face de cette personne. Et même si elle parle, même si elle dit qu'elle vit des choses pas normales, elle va les dire de telle façon, de façon tellement désincarnée en quelque sorte, que personne ne va réagir, et ça explique aussi pourquoi il y a si peu de protection. Alors ça, c'est la dissociation. Tant que la personne est confrontée à la personne violente, même si celle-ci arrête d'être violente pendant un certain moment, la personne va rester dissociée parce que du coup, son état d'alerte va continuer inconsciemment à s'allumer puisqu'elle reste face à quelqu'un qui a été violent. Donc, elle va rester dans cet état-là. En même temps, au moment où ça disjoncte, tout le système émotionnel s'arrête, mais aussi tout le système d'intégration de la mémoire en mémoire autobiographique. Donc une mémoire émotionnelle
et physique, sensorielle, va rester bloqué à l'intérieur de la petite structure qui est à l'origine de l'émotion, qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Et ce système-là ne va pas du tout être intégré, il va être tout mélangé et il va en fait s'allumer à la moindre situation qui va rappeler les violences. Un bruit, un regard, une situation, un endroit, une douleur et paf, la personne revit la situation. Et du coup, ça peut donner l'impression que ces personnes vont faire des crises d'angoisse, des crises de panique, des sensations d'étouffement parce qu'on a voulu les étrangler, vont avoir un état de malaise terrible sans que personne n'y comprenne rien, simplement parce qu'il y a la date, parce qu'il y a l'heure, parce qu'il y a le lieu où ça s'est produit. Donc elles vont osciller comme ça dans des états de dissociation où elles ne vont rien ressentir et des moments où elles vont avoir des douleurs pas possibles. Une femme qui a subi des violences, quand elle va accoucher, elle va hurler de douleur sans que personne comprenne pourquoi, parce que théoriquement, il n'y a pas forcément de raison gynéco-obstétricale, mais elle revit des sensations terribles. Donc, on va osciller entre ces deux éléments-là. Et on va voir aussi que l'élément dissociation qui fait qu'il n'y a pas d'émotion va aussi faire une sorte de gommage de tous les événements, ce qui fait que les femmes vont oublier au fur et à mesure les pires violences qu'elles ont subies. Et souvent, quand elles vont réussir à parler, elles vont donner qu'une toute petite partie de ce qui leur est arrivé. Donc là aussi, on va avoir accès à très peu d'éléments de violence. On peut voir aussi que la mémoire traumatique, ça va les poursuivre et du coup, ça va rendre leur vie comme si elles étaient dans un terrain miné où tout peut exploser. L'homme violent va avoir beau jeu de dire que leur femme est folle. D'abord, elle est complètement déconnectée, elle oublie tout, elle est nulle. Et de l'autre côté, finalement, c'est une folle, elle fait des crises, elle est pas capable de réguler ses émotions. Et du coup, tout va retomber sur le dos de la victime. Et puis aussi, par rapport à tous ces éléments-là, les victimes, quand elles vont voir le médecin, si les médecins ne sont pas formés à la psychotraumatologie, ce qui est encore le cas actuellement, elles vont être traitées pour dépression, voire pour psychose. Vous savez que si vous revivez une sensation d'étranglement, ou si vous revivez une sensation que vous avez l'impression qu'on va vous tuer et que vous dites ça à un psychiatre, qu'il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui va me tuer, il peut considérer que vous faites des hallucinations. Donc, on va les étiqueter avec tous les termes névrotiques, psychotiques qu'on peut imaginer, mais personne ne va faire le lien entre ça et les violences. Dernière chose qui est vraiment très importante, c'est que tant que la personne vit avec l'agresseur, elle est le plus souvent totalement en état dissociatif. Donc, elle est totalement déconnectée de ses émotions, à ne pas pouvoir se défendre. C'est-à-dire que quand vous êtes déconnecté de vos émotions, vous ne pouvez même pas parer en fait un coup. Et puis, quand quelqu'un vous dit des horreurs quand vous êtes déconnecté de vos émotions, vous ne pouvez pas vous opposer aux injures. Et finalement, c'est pour ça que les victimes vont avoir l'impression que c'est elles qui sont responsables parce que tout le discours de l'agresseur, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as cherché, tu vaux rien, tu m'as provoqué, t'es nul, t'es moche, tout ça va en fait être intégré dans cette mémoire traumatique et va revenir hanter la victime tout le temps et va entraîner une estime de soi catastrophique. Et puis une honte aussi, c'est de ta faute, regarde-moi ça, tu vaux rien, etc. Et c'est toi qui m'as provoqué. Donc ça va rendre pour les victimes très difficile de se défendre. Elles seront illégitimes, en fait, pour se défendre du fait même de ce bourrage de crâne, en quelque sorte, qu'elles subissent. Et si elles partent, si elles sont enfin protégées, à ce moment-là, elles ne sont plus dissociées par les violences qu'elles subissent au fur et à mesure. Elles ne vont plus avoir que le côté mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'elles vont faire beaucoup plus de crises d'angoisse et beaucoup plus elles vont avoir beaucoup plus de troubles, être envahies, être très mal, que quand elles étaient avec l'agresseur, même si elles subissaient des violences. Si on ne leur dit pas que c'est normal, que c'est simplement qu'elles sortent de leur dissociation, que c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'elles sortent de l'état de dissociation qui est un état très dangereux parce qu'on peut subir des violences partout, dans tous les domaines, je veux dire, on est vraiment, on n'a plus de défense en quelque sorte, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se dire qu'il avait raison, qu'elle n'est pas capable de vivre sans lui, que peut-être qu'elle l'a dans la peau, et elle va revenir le voir. Et c'est là où tout le monde va la lâcher, parce que tout le monde va se dire, mais elle est trop bête, finalement, elle est incapable de se défendre, on a tout fait ça, on a fait tout pour rien, les policiers ne supportent pas, et ça va lui retomber dessus.
Donc, soit elle va rester tout le temps, et on va lui dire, mais pourquoi vous êtes resté si longtemps alors que c'est pas à cause des processus dissociatifs, soit elle va revenir parce que la mémoire traumatique ne va pas être traitée, et on va aussi lui tomber dessus. Ce qui fait que pour éviter tout ça, il faut absolument, bien entendu, protéger la victime pour pas qu'elle reste en contact avec l'agresseur et qu'elle ne continue pas à subir de violences. Il faut traiter cette mémoire traumatique qui se traite, c'est-à-dire que c'est comme une fracture dans le cerveau, ça se répare, et les atteintes neurologiques aussi se réparent. Et pour ça, il y a des traitements psychothérapiques spécifiques et des traitements médicaux qui sont des traitements plutôt antalgiques pour diminuer le stress et la douleur et qui sont réellement efficaces. Donc, il faut vraiment qu'on puisse apporter à ces victimes tous les soins, toute la protection et tous les soins possibles. Il faut que les médecins soient formés pour le faire et il faut vraiment leur rendre justice pour dire que tous ces symptômes que je viens de vous expliquer sont des symptômes universels que toute victime se vit, que les violences conjugales génèrent 70%, environ 60% de risque de développer ces troubles psychotraumatiques, les viols plus de 80%, quand les viols sont commis sur des enfants c'est 100%, et que dans le cadre en général des traumas, c'est plutôt 20% de risque. Donc c'est vraiment des traumatismes très graves, ce sont des atteintes aux droits des personnes, à leur dignité très graves, et que les laisser comme ça et leur reprocher les symptômes qu'elles présentent, alors que ce sont des symptômes normaux et universels, et d'une cruauté sans nom. Et c'est ce qu'on fait. Donc il faut démonter tout ça, leur dire que non, tout est normal, et leur permettre d'une certaine manière de pouvoir comprendre leurs réactions, et de comprendre aussi que tout ce qu'elles ont dans la tête, en se disant « mais je ne vaux rien », ce sont des femmes qui ensuite, même si elles ne sont plus avec le conjoint, continuent à s'injurier dans leur tête en se disant « t'es une pauvre conne, t'es débile, tu n'arriveras jamais à rien, etc. » Il faut leur dire que c'est simplement une mémoire traumatique de toutes les paroles de l'agresseur, de toute la mise en scène de l'agresseur, de tout le mépris que l'agresseur a mis en place dans leur tête, pour qu'elles puissent comprendre que non, tout n'est pas de leur faute, que ce n'est pas elles qui doivent réparer tout, parce que c'est elles qui auraient été à l'origine, que ce n'est pas une victime qui fabrique un agresseur, où souvent on demande aux femmes, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pour le rendre aussi violent ? Alors que je veux dire, ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Et du coup, restaurer aussi leur dignité de cette façon-là et restaurer leur estime d'elles-mêmes. Alors, je crois que j'ai dû dépasser peut-être, désolée. Non, c'est passionnant, non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que ces mécanismes psychotraumatiques sont hyper importants à expliquer, que tout le monde doit les connaître, que si devant la police, devant des policiers, des femmes vont se retrouver et vont être en quelque sorte remises en question, jugées sur des comportements qui sont des comportements absolument universels, je veux dire, c'est d'une violence inouïe, et on demande à ces femmes de tout faire toutes seules. C'est-à-dire que c'est elles qui doivent organiser leur défense, organiser leur départ, se justifier si elles portent plainte, et alors que c'est toute la société qui devrait effectivement voler à leur secours et aussi leur donner tous les outils pour qu'elles puissent enfin se comprendre. Tout ça, tout ce que je vous ai expliqué est valable pour les enfants. Tous les enfants qui sont exposés à ces violences sont valables. Si j'ai encore quelques minutes juste pour conclure. Oui, allez-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est confronté, dans la meilleure édition, on peut se dire, ça y est, les gens ne sont plus exposés aux violences. Bon. Ils ont cette mémoire traumatique qui monte. Quand on a subi des violences extrêmes, quand on revit les événements, on revit un étranglement, on revit une violence terrorisante, on revit des hurlements, c'est intolérable. On ne peut pas. C'est comme si notre champ de vie était devenu un terrain miné où ça peut exploser. C'est-à-dire que le moindre cri pour un enfant qui a été exposé à ça, il va à l'école, il y a une chaise qui tombe, il y a un enfant qui crie, il y a une maîtresse qui crie, et il se met à être terrorisé. Oui, il se met à s'agiter, à tout casser, il revit la scène. C'est impossible. Qu'est-ce que font les personnes qui ont été traumatisées ? À ce moment-là, elles ont deux stratégies de survie. Une première, c'est les conduites d'évitement. Je ne bouge plus, je vis dans un autre monde, je ne sors plus, je suis phobique de tout. C'est les enfants, souvent, ils sont dans ce registre-là, où ils se mettent hors champ, dans un autre monde,
où ils vont se passionner sur des jeux vidéo, etc., mais ils vont essayer d'échapper à toute situation et toute interaction avec le monde extérieur qui pourrait réveiller leur mémoire traumatique, avec des phobies de plein de choses, phobies des personnes qui ne pourront plus voir du sang, qui ne supportent pas un bruit sec, qui ne supportent pas le stress, et ça va impacter leur vie. Mais souvent, ça ne suffit pas parce qu'on leur demande quand même d'avancer sur le terrain miné. Et à ce moment-là, la seule possibilité pour avancer avec une situation de traumatisme très grave, c'est d'avancer en étant complètement déconnecté, en étant de nouveau dissocié. Et à ce moment-là, pour être dissocié, il y a des produits qui sont hyper efficaces, que tout le monde rencontre très facilement, comme l'alcool. On n'est jamais alcoolique pour rien. Plus de 90% des personnes alcooliques ont subi des traumatismes très graves. On n'est jamais toxicomane pour rien. Plus de 90% des personnes toxicomanes ont subi des violences très graves. Les médicaments, bien entendu, peuvent avoir cet effet-là, neuroleptiques, etc., qu'on leur donne à tire-larigot. Et puis aussi des situations de danger. C'est-à-dire le fait de se scarifier, de se mettre en danger, de se faire mal, de se brûler, des jeux dangereux, des situations de danger au niveau sexuel, des situations de danger au niveau, pour les garçons, au niveau de sport très dangereux ou de bagarre, etc., des situations aussi où on va dépenser tout son argent, enfin plein de situations comme ça où on va se mettre en danger, ça va faire monter le niveau de stress et va faire disjoncter le cerveau à nouveau. Et du coup, les gens vont se retrouver dissociés et vont supporter ces allumages de mémoire traumatique. Mais à quel prix? Au prix de se retraumatiser et d'être dissocié, donc d'être à risque de subir à nouveau des violences et de subir plein d'influences. Et une jeune qui a subi des violences très importantes dans sa famille, à 14 ans, elle se retrouve dans la rue, totalement déconnectée comme ça, dissociée. Je veux dire, c'est là où les proxénètes vont la repérer et ça va être la cible idéale parce qu'elle va pouvoir supporter tout sans rien dire, sans rien faire, sembler supporter les pires violences du fait de cette dissociation. Donc du coup, traiter la mémoire traumatique, protéger les personnes, traiter la mémoire traumatique, ça évite toutes ces cascades de stratégies de survie terribles qu'ont les victimes, qui sont un préjudice énorme à leur santé. Et je finirai sur le fait que si on ne fait rien, on va aggraver les inégalités, aggraver la précarité des personnes, aggraver les handicaps des personnes de départ, et on va les mettre encore plus à risque de subir de nouvelles violences. Et après, on va dire, non mais c'est sa faute, regardez, elle a déjà subi des violences, elle en subit encore, et puis encore et encore, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en main pour rendre justice aux victimes et lutter, bien entendu, contre l'impunité. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. C'est Clémence et vous-même, ce sont des éclairages vraiment très, très, très précieux pour nous toutes et tous. Donc merci beaucoup. Avant de recueillir quelques questions et puis d'explorer aussi un petit peu la question particulière de l'expatriation qui peut parfois être aussi un facteur aggravant puisque isolant, puisque parfois abandon des éléments de sociabilité et puis du travail. On aimerait dire un petit mot du côté du service social du consulat pour essayer justement face à ces constats à la fois glaçants, passionnants et indispensables en tout cas à connaître, essayer de regarder, voilà, comment faire quand on est dans l'entourage, quand on est soi-même victime. Et donc, je passerai la parole à Emmanuelle, si elle est auprès de nous, qui fait un travail absolument exceptionnel avec l'équipe du consulat, du service social, pour être ce rôle justement, évidemment, d'accompagnement. Nous ne sommes ni avocats, avocates, ni médecins, ni psychologues, mais nous pouvons être, un point d'entrée. Donc, je lui passe la parole si Emmanuelle est avec nous et peut dire quelques mots. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Super, oui, c'est bon, merci. Okay. Donc voilà, je suis avec Carole, assistante sociale au consulat. J'ai hélas cet après-midi justement reçu un coup de fil d'une jeune femme qui avait été victime de violences extrêmement graves et dont l'histoire était tout simplement en fait l'exemplification de ce que Muriel Salmona vient de décrire avec toutes ces phases diverses, même de retour vers
vers le conjoint, enfin, d'isolement, de stupéfaction. Enfin, c'était assez terrible. Et on parlait donc de l'expatriation comme facteur aggravant. On voit à quel point il est déjà difficile dans son propre pays de parler, de chercher de l'aide. On peut imaginer à quel point c'est encore pire, évidemment, pour une femme qui se retrouve à l'étranger, isolée, loin de sa famille, loin du réseau amical. Souvent, d'ailleurs, en fait, ça fait partie aussi des dynamiques dans le couple, hein, où donc le partenaire va justement faire en sorte de couper les liens avec la famille, le réseau amical. La personne ne parle pas la langue ou très mal et ne sait littéralement pas vers qui se tourner. Là, vraiment, alors déjà en France, on imagine que c'est compliqué, alors à l'étranger, c'est encore pire. Et bon, le service social du consulat est là pour justement comme premier point de contact pour orienter. Alors encore faut-il justement que la victime ait déjà franchi ce pas de chercher de l'aide. Hein. Ça, c'est très difficile effectivement pour nous d'aller à la rencontre des gens. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on améliore et par ce webinaire, justement, c'est l'occasion, notre visibilité pour dire Absolument. aux victimes ou aux proches des victimes, voilà, contactez-nous, on va essayer de chercher des orientations ensemble et en toute confidentialité, parce qu'on a aussi le cas naturellement de personnes qui sont intégrées ou ont l'air d'être intégrées dans un certain cercle d'expatriés, qui connaissent des tas de gens par l'école ou par le travail et qui aussi hésitent d'autant plus à chercher de l'aide. Donc, sachez-le, faites-le savoir autour de vous. Quand on nous contacte, c'est en toute confidentialité. Il est bien sûr hors de question qu'on aille crier sur tous les toits. Ah, Madame Machin nous a appelé. Non. Donc, nous, on est un premier point de contact. Alors, comme le disait Marie-Philippe, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas juristes et on ne va pas s'improviser ni l'un ni l'autre parce que c'est le travail de professionnels. En revanche, nous, notre travail, c'est vraiment d'être un premier point d'écoute, je dirais de débroussaillage et d'orientation, en fait. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà prendre le temps d'écouter, d'évaluer le niveau d'urgence et de complexité de la situation. Le niveau de complexité, ça va être aussi s'il y a des enfants, si la personne a des ressources financières propres, ce qui est très très important, ce qui peut être vraiment un gros élément de changement. C'est vrai que quand la personne en plus est dépendante financièrement, alors là, c'est encore plus compliqué. Si la personne a quand même des contacts avec sa famille ou avec des amis, un réseau susceptible de l'accueillir ou de la soutenir. Donc déjà, on fait un premier point comme ça. On essaye d'avoir une écoute aussi empathique que possible, mais en même temps axée sur le pratique et le concret, en fait. Comme je disais, on ne va pas s'improviser, nous, psychologues, ce n'est pas notre rôle. En revanche, et puis en plus, on a un certain devoir aussi d'impartialité. Parfois, on est dans le cas de couples franco-français, donc on ne peut pas non plus, quand on n'a qu'un seul son de cloche, fêter armes pour seulement là. Mais en revanche, on essaie d'être aussi objectif que possible, de faire un état des lieux et de dire, voyons, avec tel élément, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on essaye de poser en fait un certain nombre de questions et souvent, ça, c'est les retours qu'on a, les gens sont reconnaissants parce que le fait d'avoir pris ce temps d'écoute et d'avoir posé les bonnes questions, d'avoir pu mettre un petit peu à plat la situation, c'est déjà un premier pas très important pour la personne victime de violence, pour voir un petit peu où elle en est et vers quoi se diriger. Et alors ensuite, on oriente vers les professionnels en fonction donc, de la situation. Ça peut être la police, hein, naturellement. L'organisme Veilerthuis, dont Clémence Mondeau a déjà parlé, qui est l'organisme aux Pays-Bas donc, de signalement et de suivi pour les personnes victimes de violences. Donc, c'est un numéro actif 24 heures sur 24. Donc, pour les personnes victimes de violences ou pour les personnes qui sont témoins ou qui voudraient signaler une violence, donc pour les violences faites aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, enfin tout type de violence. On oriente également vers le Juridisloket, qui est un organe gratuit de conseil juridique aux Pays-Bas et qui peut éventuellement ensuite mettre en contact avec un avocat
et qui, en fonction des ressources financières de la personne, donc peut être un avocat qui prend l'aide juridictionnelle. On met aussi en contact, on dirige vers des psychologues. On a une liste de psychologues francophones sur le site du consulat. On peut aussi, parfois dans les situations d'urgence, diriger vers la Société française de bienfaisance, qui est un organe d'aide aux Pays-Bas qui peut apporter une aide d'urgence type un billet de train si nécessaire ou un colis alimentaire parfois, et même aussi un suivi, une écoute. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut aussi naturellement faire appel au Bureau de la protection des mineurs et de la famille du ministère des Affaires étrangères pour nous aider, nous conseiller pour des procédures parfois de rapatriement, par exemple, et dans les cas les plus graves, vers des centres d'accueil en France. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, très très rarement, mais enfin, et on peut aussi intervenir aussi pour établir des papiers d'identité. Et on assure autant que possible un suivi. Alors en revanche, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter plainte à la place des gens. On ne peut pas les accompagner au tribunal. Et on ne peut pas, par exemple, dans les cas très compliqués de garde d'enfants, etc., prendre parti et insister auprès des services sociaux pour dire non, non, c'est monsieur ou madame qui doit avoir la garde des enfants. On ne peut pas intervenir, si vous voulez, dans le cours de la justice. On ne peut qu'orienter vers les organismes de référence qui vont ensuite mener l'enquête, etc. Donc, si vous voulez, c'est une orientation un petit peu dès le départ. Et après, un soutien, si par exemple la personne éprouve des difficultés pour porter plainte auprès du commissariat, on peut l'accompagner. On n'assistera pas au dépôt de plainte, mais on peut l'accompagner. On peut insister aussi après auprès de Weiler-Toys pour leur dire s'il y a des problèmes de communication, etc. Weiler-Toys, un bref mot sur ce qu'ils font, c'est donc une organisation nationale et après il y a 26 sous-Weiler-Toys aux Pays-Bas. Quand une personne appelle Weiler-Toys, qu'est-ce qui se passe? En fait, un petit peu la même chose que nous d'ailleurs, il y a une première écoute qui va consister à évaluer le degré d'urgence et de complexité du problème. Et après, ils peuvent, en fonction, alors soit entamer une enquête sociale, soit commencer une médiation avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes, ça veut dire la victime et l'agresseur ensemble et le reste de la famille, soit aller vers des mesures en fonction de l'urgence plus contraignantes, c'est-à-dire en collaboration avec la police, forcer une personne à quitter le domicile familial, une interdiction de contact. Il peut y avoir, mais c'est des cas vraiment les plus extrêmes aussi, un accueil d'urgence dans ce qu'on appelle un note bed, un lit d'urgence, si la personne n'a vraiment aucune possibilité d'hébergement au sein de la famille ou des amis. Mais c'est vrai qu'en général, et j'insiste là-dessus, la première chose qu'ils vont faire, c'est voir ce que la personne peut faire elle-même. Et c'est ce que disait Muriel Salmona, c'est vrai qu'on demande aux victimes de faire énormément de choses elles-mêmes. Donc c'est vrai qu'il faut déjà avoir passé tout ce trajet de prise en considération de la situation et de désir d'en sortir. Et c'est vrai que parfois les femmes nous reviennent en disant oui, mais en fait j'ai pas assez de soutien, il faut plus m'aider. C'est là qu'on peut aider un petit peu à motiver, à accompagner. Mais voilà, tout ça doit se passer aussi, petite parenthèse, dans le cadre du droit, donc notamment par rapport à la garde des enfants, encore une fois, et Weiler-Toys et nous naturellement. En fait, ne pouvons pas accélérer la manœuvre, entre guillemets. Donc, et souvent, hélas, on est confronté à des situations particulièrement compliquées avec des femmes très isolées qui n'ont aucun contact ici aux Pays-Bas, pas de famille, et qui effectivement restent dans des situations de violence parce qu'elles ne veulent pas partir sans leurs enfants. Et en fait, toute la procédure après d'attribution de l'autorité parentale de la garde, c'est assez long et ça doit se faire dans le cadre du droit. Et c'est pour ça. Et là, pour ça, Weiler-Toys est un organe absolument incontournable. Et toute la procédure après juridique
On a aussi des avocats francophones sur la liste du consulat qui peuvent aider. Et voilà, donc on n'a pas énormément de contacts en fait. C'est ça le truc, et ça en dit long sur la difficulté justement des femmes à chercher de l'aide. Donc n'hésitez pas à faire savoir autour de vous que nous sommes là pour une première écoute confidentielle et pour une orientation et un suivi autant que faire se peut, même s'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire à la place des gens, mais au moins essayer de les orienter et de leur faire connaître quels sont leurs droits un petit peu aux Pays-Bas. Voilà. Merci beaucoup Emmanuelle, et c'est exactement ça, voilà, ces femmes ne sont pas seules, et voilà, notre petite initiative de ce soir en atteste. Un grand merci. Alors on va essayer de faire un premier petit tour d'échange malgré les difficultés de l'outil Zoom. J'ai par exemple dans l'outil chat recensé déjà quelques questions de certaines de nos participantes, je les en remercie. Pour répondre sur la première question sur la dissociation, alors effectivement… Présenter un tout petit peu pour dire que je suis donc psychologue, psychothérapeute, je suis installée aux Pays-Bas depuis très longtemps. Je travaille dans un cabinet privé à Amsterdam et à Utrecht. Et donc, je travaille en lien très proche avec les médecins de famille dont on a parlé. Et donc, je ne peux que confirmer à quel point cette collaboration avec les médecins de famille est extrêmement importante. Et il est vrai que les médecins ne repèrent pas toujours tout de suite les violences, et que les femmes se présentent le plus souvent chez les médecins de famille avec des plaintes complètement différentes. Donc, elles ne viennent pas dire « je me fais tabasser par mon mari », elles viennent dire qu'elles ont de la déprime, elles ont de l'angoisse, elles ont du stress, elles ont mal au ventre, Et c'est souvent d'ailleurs sous ce couvert que les médecins nous dirigent donc ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, ça peut arriver tout autant. Merci Clémence de l'avoir noté aussi. Mais on parle des femmes et on a le droit de parler des femmes en ce moment. Et les chiffres montrent que la majorité les concerne. Voilà. Et c'est à nous, donc les psychologues, à poser les questions justes et à essayer d'aider les femmes d'abord à prendre conscience qu'elles sont dans une situation qui n'est pas normale. Et là, ça peut s'appliquer tout autant à des violences physiques qu'à des violences psychologiques qui évidemment sont prises en compte tout autant et sont prises au sérieux tout autant dans la prise en charge, évidemment. Parce qu'évidemment que ces violences psychologiques rabaissent, donc maintiennent la personne dans un état de confiance en soi extrêmement basse, qui fait qu'elles ne sont plus capables de se prendre en charge et s'imaginent qu'elles ont besoin de leur partenaire qui est violent, soit en parole, soit en acte, pour pouvoir subsister. Et c'est là que se fait donc tout le travail psychologique avec la notion donc de ce qu'on appelle la codépendance ou la dépendance affective, qui fait que autant l'un que l'autre des partenaires s'imaginent avoir besoin de l'autre. La femme parce qu'elle se sent pas capable de tenir sur ses deux pattes, de se débrouiller toute seule sans le partenaire qui est violent, mais le partenaire a tout autant besoin de la victime par une autre pathologie aussi de dépendance affective et n'a qu'une seule trouille, c'est qu'elle décide un jour de partir. Donc, fera tout ce qu'il faudra, quitte à la violencer, pour l'empêcher de partir parce que l'autre a donc besoin de cette victime. Ce sont des mécanismes qui se révèlent d'ailleurs uniquement
dans l'intimité, c'est-à-dire à partir du moment où il y a mariage, où il y a venir habiter ensemble, ce qui n'est souvent pas le cas avant. Donc quand les gens vivent encore avant de se réunir dans des pays différents, où là le partenaire est charmant et dans sa pathologie narcissique peut être extrêmement gentil, extrêmement charmant, extrêmement intelligent. Et c'est là que les femmes de l'étranger viennent rejoindre cet homme pour vivre avec lui dans l'intimité, avec s'imaginant avoir trouvé enfin la personne qui va s'occuper d'elles, qui va les sauver, qui va les protéger, et c'est là que s'imbrique le processus de dépendance affective. Je ne sais plus d'où je venais comme... Non, ça nous permet d'évoquer le point voilà, sur les violences psy et pas seulement physiques, puisque la personne, exactement, à juste titre, nous disait quelle preuve, c'est-à-dire comment faire la preuve pour ces femmes qu'elles subissent des violences si le passage à l'acte physique n'a pas été entamé. Et j'en profite, puisqu'on a la chance aussi de vous avoir, comment vous percevez ces mécanismes d'emprise, encore une fois, par le biais de l'expatriation qui, j'imagine, là encore, on le disait, à la fois isole, enferme, et puis peut laisser les femmes dans une situation de dépendance, y compris financière, dont le risque est accru, en tout cas ici. Oui, il y a évidemment, il y a toutes sortes de cas de figure. Je dirais que j'ai eu, alors après je regarde moi dans ma pratique, hein, les gens que j'ai reçus, où s'est révélé des mécanismes de dépendance, c'est soit la femme qui est dépendante de l'homme pour les sous, mais c'est quelquefois aussi l'homme qui est dépendant de la femme, et la femme qui s'imagine donc se sentir obligée de s'occuper de l'homme, et l'homme qui l'exploite en quelque sorte comme celle qui ramène l'argent à la maison. On a tous les cas de figure. Et il y a donc le sentiment de culpabilité que si elle choisirait pour elle-même, elle laisserait l'homme dans la nécessité. Encore une fois, on a tous les cas de figure, mais de toutes les façons, il s'agit d'une exploitation. C'est sûr, et c'est ce que vous décrivez, enfin c'est encore une fois ce mécanisme de codépendance. Quand on quitte son pays, il rend les choses forcément plus difficiles parce qu'on perd cet équilibre qui était évoqué par Clémence en début, c'est-à-dire un sentiment où les deux partenaires sont d'égal à égal. Là, de toute façon, une asymétrie se crée et elle peut, dans le cas vous connaissez ces mécanismes beaucoup mieux que moi, mais de situations abusives, renforcer les caractères. Et parenthèse, je pense le confinement sous votre contrôle à toutes, ou en tous les cas, même s'il est un peu plus léger ici aux Pays-Bas, a encore aggravé cette situation. Les personnes sont chez elles, isolées, avec une situation de stress et d'angoisse qui, j'imagine, a encore rendu les choses un peu plus difficiles. Oui. Alors là je pourrais rentrer, je ne sais pas si vous voulez maintenant tout de suite ou tout à l'heure, alors dans les spécificités donc quand même de la société néerlandaise dans laquelle nous, en tant que Français, nous vivons et nous travaillons. Oui. Où je pourrais peut-être expliquer un petit peu quand même ce qui est mis en place, ce qui existe comme réseau d'aide. Vous en avez déjà nommé, Emmanuel Veilig-Thuis. Et je voudrais bien expliquer. Alors, je sais pas. Je vous en prie, allez-y. Après, comme ça, on donnera, puisque nous sommes en retard, c'est ma faute, la parole à Marie-Diane sur une autre dimension. Donc, on vous écoute. Merci. D'accord. Alors, le médecin de famille en Hollande est le premier point, ce qu'on appelle la première ligne, où les gens vont chercher de l'aide. Et le médecin de famille est un généraliste. C'est vraiment la bonne adresse pour tous, pour toutes, la bonne adresse pour commencer. Le médecin de famille qui peut donc nous adresser les patientes et puis alors les soins sont couverts complètement par l'assurance de base. Il suffit d'être résident aux Pays-Bas, même de ne pas être hollandais. Il suffit d'avoir une assurance néerlandaise, et ce qui est obligatoire à partir du moment où on est résident aux Pays-Bas.
pour être couvert complètement, enfin en tout cas, lorsque le psychologue a un contrat avec les assurances maladie, ce qui est mon cas. Donc, il faut savoir que déjà, il n'y a aucun coût à subir. Ce n'est pas comme en France. Après, il y a Veilig Thuis, et puis il y a ce qu'on appelle les wijkteams. C'est-à-dire qu'il y a une équipe locale, donc dans le quartier, qui réunit la police, les hôpitaux, les associations de services sociaux, les psychologues, et que ce soit lorsque la personne, par exemple, victime de violence, passe aux urgences à l'hôpital et qu'il y a visiblement des coups ou des violences, il y a toujours une notification à ce qu'on appelle le wijkteam. Le cas est présenté dans cette équipe, ou que ça rentre par Veilig Thuis, ou que ça rentre par la police, ou que ça rentre par l'hôpital, c'est pris en charge par cette équipe. Donc l'aide, il y a une structure véritablement intéressante aux Pays-Bas d'aide sur ce point-là. Après, ce que je voulais dire à propos du Covid qui a encore aggravé la situation, c'est que en Hollande, il a été mis en place, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été su ou pas su, mais les médecins de famille ont eu, en collaboration avec les pharmacies, ont mis en place un code spécial que les médecins pouvaient écrire sur l'ordonnance. Quand une femme, par exemple, veut aller chez le médecin avec mal au ventre, le médecin prescrivait quelque chose contre le mal au ventre. Souvent, la femme ne pouvait pas dire au médecin, en fait, ce qui se passe véritablement, qu'il y a violence, soit parce qu'elle n'était pas capable, soit parce qu'elle n'était pas seule, elle était accompagnée par le mari. Donc, le médecin a écrit pendant cette période de Covid un code sur la prescription. La prescription est remise au patient, à la patiente qui remet la prescription à la pharmacie, et le pharmacien, voyant ce code, pouvait alerter le wijkteam. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, que je trouve quand même assez extraordinaire pendant cette période de Covid. Très bien. Pour donner des exemples. Bien sûr, et c'est très concret. Je pense que ça aide celles de nos auditrices qui sont ici et voilà, qui peuvent rechercher des points de contact concrets. Je me permets, compte tenu de l'heure qui tourne, de passer maintenant la parole, si elle est avec nous, à Marie-Diane pour un volet différent, je pense, des éclairages que l'on a eu jusqu'à présent, notamment sur, puisque c'est une de ses spécialisations, sur les violences subies au sein des couples de même sexe. Est-ce que Marie-Diane, vous êtes avec nous? Je suis là. C'est merveilleux. Eh bien, écoutez, on vous écoute avant de reprendre une seconde salle de questions. Merci à vous. Je vous passe la parole. Voilà, bonjour, bonjour à toutes. J'ai raté une partie de la journée, donc je suis désolée si je répète des choses. On avait annoncé que vous nous rejoigniez à 20h, donc on sera tout à fait tolérant. Donc, en fait, j'ai quand même récupéré des informations sur ce qui avait été dit. En fait, donc je sais qu'il y a quelques chiffres qui vont être donnés sur la prévalence des violences conjugales. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas forcément de chiffres pour la France, mais il y en a, par exemple, pour les États-Unis, pour le Canada. Et en fait, c'est pire dans en fait, les couples de même genre, en tout cas pour les gens qui appartiennent à la communauté LGBT, donc lesbiens, gays, transgenres, bisexuels et queer en général, donc ce terme un peu parapluie pour utiliser l'expression en anglais, qui va regrouper un peu toutes les personnes qui ne sont ni hétérosexuels ni cisgenres, c'est-à-dire que leur genre ressenti s'aligne avec le genre qui leur a été assigné à la naissance ou le corps biologique, on va dire, pour simplifier les choses. Donc, en fait, les chiffres sont pires, clairement. En particulier pour les femmes, les personnes qui s'identifient au féminin et aussi qui ont été assignées femmes à la naissance. Alors, il y a notamment des chiffres assez importants, inquiétants sur les personnes bisexuelles, les femmes bisexuelles, mais là, on va tourner aussi dans ce qui se passe dans les couples, qui vont être des couples, du coup,
qui passent comme hétérosexuels. Donc, on va mettre ça un peu de côté. Et dans les couples donc, de même genre, on va aussi avoir en fait, des violences assez importantes et avec des complications. C'est-à-dire que on va avoir, d'une part, des représentations, on va se dire notamment dans des couples de femmes, bah, c'est pas possible. Donc, c'est très difficile d'arriver à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et aussi, ou entre deux hommes d'ailleurs, mais de toute façon, on est deux gars, donc on peut se cogner dessus, on se défend, c'est normal, mais sauf que ça ne l'est pas. Et puis, on a aussi des gens qui sont plus susceptibles que le reste de la population d'avoir connu des violences ou des événements traumatiques dans leur vie avant. Et qui, du coup, rentrent dans ces relations avec déjà beaucoup de vulnérabilité. Donc, il y a des violences intrafamiliales parce que la personne n'est pas acceptée telle qu'elle est. Il y a aussi ce qu'on appelle le stress minoritaire, donc tous les stresseurs qui existent dans la vie, pas seulement dans la famille. Donc, c'est aussi bien, en fait, on en a beaucoup parlé, les insultes au foot qu'on va entendre, ou les choses qui sont carrément dites de toute façon, sur le plan avec des insultes sur fond religieux, sur fond d'autres croyances, enfin, ou les trucs finalement qui ont l'air plus inoffensifs, mais qui font mal, en fait. Donc, on va arriver avec des gens qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité généralement plus grande. Et donc, on va se retrouver avec une difficulté à reconnaître ce qui est en train de se passer. Parce que déjà, ce qui est possible peut être difficilement représentable, surtout pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est déjà bien d'arriver à trouver un partenaire. Alors, si c'est difficile avec ce partenaire, bah, c'est pas grave, au moins je suis pas seule, surtout si c'est quelqu'un qui est déjà en rupture familiale. Mais même quelqu'un qui n'est pas en rupture familiale, finalement, peut se retrouver dans cette situation-là. On va aussi avoir le problème du conjoint qui va, parce qu'il s'est vécu des choses difficiles, avoir des difficultés de régulation émotionnelle et qui vont être reconnus comme étant suite à des traumatismes vécus par le conjoint. Mais comment ça se passe quand ces difficultés de régulation émotionnelle font que le comportement devient abusif? Et on a parlé beaucoup de violences psychologiques là, qui vont se passer. Et ça, c'est très difficile à nommer, c'est très difficile à expliquer aussi, parce que finalement, je sais que mon partenaire fait ça parce que c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes importants dans sa vie, mais en même temps, moi aussi, je suis victime de ces violences-là et de ces abus émotionnels. Donc, c'est très dur à reconnaître, à nommer. Et puis, en plus, il va y avoir un autre phénomène dans les couples de même genre, qui va être ce qu'on va appeler en fait les abus qui vont être liés à l'identité LGBT de la personne. Et ça peut être des menaces d'outing. Donc de dire, je vais aller dire à tout le monde que tu es gay, parce que de toute façon, personne ne le sait. Ça va être des menaces aussi, ça va être la reprise en fait de termes homophobes ou transphobes. Ça va être en fait jouer sur la façon dont les personnes ont pu intérioriser toutes ces stigmatisations sociales. Et il va y avoir en fait un jeu de faire mal là-dessus, en particulier. Il peut y avoir, en plus c'est dur quand ça vient de quelqu'un qui est en plus potentiellement comme soi. Et puis, il va y avoir aussi tout le phénomène d'isoler la personne d'une communauté qui pourrait les soutenir, parce que là aussi, on va avoir une communauté, un soutien social qui va être encore plus important. Et là, je pense encore plus dans une situation d'expatriation, où la famille est loin, il peut y avoir une rupture familiale. S'il y a au plus un isolement qui se fait de la communauté LGBT locale ou des associations ou des personnes qui pourraient soutenir, ça devient encore plus grave, parce que ça va rejoindre le dernier point, qui va être celle de l'accès aux soins, de l'accès au soutien, parce que ça a été déjà le sujet, c'est comment on fait pour en parler. J'ai vu des messages qui parlaient de mais comment on fait quand le médecin traitant auquel on va parler aussi celui du mari, ou comment c'est quand c'est celui, quand il est copain avec des gens dans un petit milieu expat, comment on fait? Là, on va avoir un peu la double peine de l'expatriation éventuellement et du coup de la communauté LGBT, les deux vont venir se mettre ensemble. Et puis il y aura le problème de est-ce que je vais être acceptée quand je vais aller voir le médecin? Est-ce que, parce que c'est un problème pour des femmes LGBT qui vont voir leur gynéco même, et qui doivent expliquer que non, elles ne prennent pas de contraception parce que vraiment, ce n'est pas nécessaire. C'est un moment de solitude à chaque fois quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais comment la personne va réagir. Et bien, vous imaginez, vous venez faire ça, mais pour des choses encore plus graves qui sont déjà difficiles à nommer, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées déjà. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, en plus, il y a aussi le problème des femmes transgenres, qui sont extrêmement vulnérables.
donc des personnes pour expliquer, hein, qui sont assignées garçons à la naissance, qui naissent avec un corps où on les reconnaît comme garçons, mais qui se sentent femmes et qui vivent comme des femmes. Mais le fait est qu'elles sont encore trop souvent refusées dans des espaces féminins. Et qu'est-ce qui se passe quand elles vont demander de l'aide, si elles ne tombent pas sur des gens qui sont prêts à comprendre et dire non, vous êtes une femme, on vous emmène dans un espace, on vous protège en tant que telle. Et il va y avoir aussi le problème, éventuellement, s'il y a des enfants, si la filiation des enfants n'est pas bien établie, parce que la loi du pays d'origine, ou parce que, enfin voilà, la situation peut être un petit peu compliquée, comment est-ce qu'on fait là aussi? Parce que quand il y a une violence conjugale et qu'il y a un enfant et qu'on n'a pas de lien légal avec l'enfant, comment on fait? Toutes ces questions-là viennent se rajouter en fait à la problématique des violences telles qu'on a pu, je pense que vous avez pu en parler jusque-là. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Marlène. C'était un éclairage justement complémentaire à tout ce qui a été dit et qui est extrêmement intéressant parce que je pense beaucoup moins connu, perçu et discuté. Et c'est en ça que c'était important justement d'aborder la problématique sous toutes ses dimensions. Donc merci à vous. Je vois si on passe à nouveau donc à nos échanges